tous, bienvenue au 71e TAM, dans lequel on va parler de neutralité carbone et on va étudier comment un territoire se mobilise pour atteindre sa neutralité carbone en 2040. On accueille Laure-Émilie Angevin, qui est directrice, qui est coordinatrice du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone et directrice du projet de Parc Bas Carbone Atlantec, donc qui travaille à la communauté d'agglomération de La Rochelle. Et elle va nous expliquer d'où vient cette ambition zéro carbone sur le territoire rochelais, comment il a été mis en place et quelles mesures concrètes sont prises par une communauté d'agglomération pour atteindre sa neutralité carbone à l'horizon 2040. Bonjour à tous. Alors je vais venir avec toute l'humilité qui se doit et la prudence qui se doit, parce que je vais vous parler d'un projet qui s'inscrit dans un temps long, d'un défi qui s'impose au territoire rochelais comme il s'impose à tous. Et puis on est aussi dans une phase de lancement de ce projet. Donc peut-on atteindre la neutralité carbone? On en reparlera dans quelques années. Néanmoins, le territoire rochelais vraiment s'engage dans cette démarche. Et avant de rentrer un peu dans les actions concrètes qu'on souhaite mettre en œuvre, je voulais aussi vous faire part en fait de la méthode qui a abouti sur la construction de cette ambition et du plan d'action qu'on a développé durant 2 ans, donc de 2017 à 2019, et qu'on va commencer à initier sur le territoire. Alors, peut-être quelques éléments de contexte pour vous, Lyonnais. Je ne sais pas si vous situez très bien La Rochelle sur la carte. Donc, on est de l'autre côté, donc sur la façade atlantique, un territoire qui se trouve entre Nantes et Bordeaux, donc 2 métropoles importantes, et qui pose évidemment des questions en termes de développement économique urbain, pour des territoires de plus petite taille qui ont une activité économique assez fluctuante et en plus sur un territoire en façade littorale, avec une façade littorale assez importante, qui est une opportunité qui génère énormément de profits de tout type, mais aussi qui, du coup, par la présence de l'océan, génère aussi un certain nombre de risques qu'on doit anticiper le mieux possible. Donc l'agglo de La Rochelle, l'agglomération de La Rochelle, elle est constituée de 28 communes. On a 170 000 habitants et elle s'inscrit dans un bassin de vie plus large de 500 000 habitants avec un pôle métropolitain qui a été constitué avec notamment Surgères, Niort, Maran, l'île de Ré, etc. Et donc un territoire qui est assez diversifié puisqu'on a donc cette façade atlantique extrêmement importante, mais on a aussi des territoires ruraux. On a un parc naturel, le parc naturel du Marais au Poitevin, qui s'étend sur 3 départements, et avec des terres agricoles et forestières extrêmement importantes, et donc une fois encore, des bénéfices de tout type, mais aussi des contraintes que les territoires doivent gérer, et le territoire dans son ensemble, dans ce bassin de vie de 520 000 habitants, tente, au-delà des barrières administratives et des contraintes administratives liées aux collectivités et à leur structuration, essaye de travailler et développer des projets communs. À La Rochelle, on a eu le premier ministre de l'Environnement, Michel Crépeau, qui était maire, et qui, dès les années 70, a initié énormément de transformations sur ce territoire. Il a vraiment développé, dans les années 70, des projets extrêmement structurants qui se sont vraiment inscrits sur le territoire et donc le développement du développement durable est vraiment inscrit dans l'ADN des Rochelais. Juste à titre d'exemple, et ça je pense que s'il y a des Lyonnais dans la salle, le vélo en libre-service n'a pas été développé à Lyon, ce n'est pas le Vélove. Le tout premier, c'était en 76 à La Rochelle, c'était le fameux vélo jaune. Donc c'est Michel Crépeau qui l'avait initié. Donc c'était une première étape en termes de mobilité. Ensuite, on a développé d'autres projets en termes de mobilité. On a eu la première expérimentation, par exemple, des véhicules autonomes, sans conducteur. On a mis en place une navette qui relie les 2 ports de La Rochelle, une navette électrosolaire qui a été alimentée à l'hydrogène lors d'une première expérimentation en 2018. On a par ailleurs, et sous l'impulsion aussi de Michel Crépeau, développé une université qui est maintenant spécialisée dans le risque littoral, à travers notamment le programme LUDI pour le développement littoral urbain durable intelligent, qui intègre aussi
toutes les dimensions géographiques, numériques, sociales dans les programmes de développement de l'université. Donc on a des acteurs sur le territoire qui sont vraiment engagés dans cette voie-là, qui expérimentent. Là, je vous ai parlé d'acteurs publics, mais on a aussi des entreprises qui, on a Alstom notamment sur les trains, donc qui travaillent sur les projets de développement durable. On a un grand port maritime également qui essaie de développer auprès des acteurs portuaires des projets encore plus résilients, qui essayent de travailler sur des mobilités moins polluantes, plus décarbonées, pour pouvoir assurer des transports, des exportations et des importations plus durables. Donc dans cet environnement plutôt propice au développement de projets de développement durable, de projets plus résilients, on a en plus subi un certain nombre de catastrophes naturelles, et notamment de Xynthia, qui a été, on va dire, l'élément déclencheur et accélérateur d'initiatives locales, puisque donc, il y a une dizaine d'années, Xynthia s'est abattue sur La Rochelle notamment, avec une montée des eaux extrêmement importante qui a généré énormément de pertes, alors des pertes humaines, mais aussi des pertes matérielles très importantes, et qui a forcément permis à chacun de comprendre, de prendre conscience des enjeux d'aménagement, des enjeux d'adaptation au changement climatique, et donc des acteurs qui ont décidé, que ce soit des particuliers à travers des associations, des entreprises, des collectivités, ont décidé de passer à l'acte, ne plus subir l'ensemble de ces conséquences, mais plutôt essayer de les anticiper, donc en travaillant forcément sur des mesures d'adaptation du territoire, des préventions, la mise en place de PAPI, mais aussi en essayant d'aller à la cause de cette montée, et donc de travailler sur l'impact des émissions, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 2017, l'État a initié un appel à projet dans le cadre du programme de grands investissements d'avenir, et donc a incité les territoires, à travers cet appel à projet, à se réunir autour de grands projets de développement durable, des projets dits innovants, de grande ambition. C'était territoire d'innovation de grande ambition à l'époque. Et donc, l'État a souhaité que des acteurs privés et publics s'organisent pour développer des programmes communs sur les problématiques de développement durable, en se rattachant plus ou moins aux objectifs de développement durable. Et ça a été pour nous, en fait, l'occasion de se mobiliser. On s'est dit, alors quand je dis on, c'est pas uniquement la communauté d'agglomération de La Rochelle, c'est ces territoires ces structures qui travaillent déjà ensemble sur plein de projets que je viens d'évoquer. On se sont mis autour de la table et se sont interrogés sur l'opportunité de répondre à cet appel à projet. Et très rapidement, on s'est aperçu que chacun, avec les expertises qu'on pouvait avoir, et dans le privé et dans le public, développer des projets soit de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, soit de captation de gaz à effet de serre dans nos zones, notamment nos zones humides. Et donc, notre objectif, lorsqu'on s'est lancé dans cette ambition de neutralité carbone, a été de finalement relier tous ces points-là, tous ces projets en fait portés par ces différentes structures, et essayer de tracer une trajectoire commune. Donc on a construit un projet en s'appuyant sur toutes ces expertises-là. On a fait un bilan carbone du territoire, donc on a mis en place, on a utilisé la méthode ADEME. Alors il y a une petite erreur sur ce graphe, il s'agit de kilotonnes CO2 évidemment, sinon on serait extrêmement résilient. Donc on a fait notre bilan carbone en 2019 et on a essayé d'inscrire en fonction des thématiques une trajectoire qui était réaliste, très ambitieuse mais réaliste sur chaque poste de réduction. Donc on voyait en vert tout ce qui est intrant, consommation, tous les biens qu'on peut consommer sur le territoire, en jaune la mobilité, en bleu toutes les activités économiques et industrielles, pardon. En rouge les émissions liées aux bâtiments, c'est pas uniquement habitat mais c'est bâtiments à destination économique mais aussi d'usage, de logement, pardon. Et puis vous voyez en dessous toute la quantité de séquestration qu'on a pu évaluer en 2019. Alors je ne sais pas si vous êtes tous au fait de la notion de séquestration carbone, mais en fait les espaces naturels,
peuvent capter des gaz à effet de serre. On parle de l'Amazonie, poumon de la planète. Donc effectivement, le carbone vert, donc les forêts, captent des gaz à effet de serre, mais également les terres agricoles, carbone marron. Et ce qu'on connaît vraiment moins, c'est le carbone bleu. Et donc, c'est la capacité des zones humides, donc d'un lac, d'un marais, de tous les espaces littoraux, de capter les gaz à effet de serre. On le sait moins, on va dire, enfin, pour le grand public, le sait assez peu, mais les spécialistes sont aussi pas encore très au fait. Et on ne connaît pas finalement très bien les capacités d'absorption de gaz à effet de serre des zones littorales et de l'océan. Des travaux scientifiques ont été engagés, mais finalement pas encore poussés. Et surtout, comme la capacité d'absorption de gaz à effet de serre d'une zone humide va varier en fonction de son écosystème, du niveau de salinité, etc., on est dans des processus qui sont très complexes, donc très peu connus. Et pourtant, c'est un enjeu considérable vu la surface d'eau qui recouvre la planète. Et donc, c'est extrêmement important de comprendre comment ces zones humides captent des gaz à effet de serre et savoir du coup comment aménager, comment gérer ces zones humides pour pouvoir, si ce n'est stabiliser ces niveaux de captation, les accroître pour pouvoir mieux absorber les quantités de gaz que l'on émet. Alors on a défini cette trajectoire qui du coup ambitionne de réduire de 30% à 2030 nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, du coup, de 2019 à 2040, on passerait à une réduction de 75%. En même temps, on va travailler pour pouvoir accroître les émissions de gaz à effet de serre. Ce que vous voyez en gris sur le graphe, c'est la compensation. Et j'y reviendrai un peu plus dans le détail. Il y a de toute façon des émissions qu'on ne pourra pas capter. Mais en revanche, on peut essayer de les compenser, c'est-à-dire développer des actions qui, sur d'autres territoires, permettront de réduire des émissions de gaz à effet de serre. Alors, on a défini cette trajectoire, on a réuni les experts et on s'est tous mis d'accord que la techno, c'est bien, la technologie c'est très bien, c'est très important, l'innovation est essentielle. Néanmoins, on a construit beaucoup de bâtiments BBC, très efficaces sur un plan énergétique, et puis on y a mis des usagers qui ne savaient pas se servir de ces bâtiments-là. Ou alors, on a fait des super bâtiments, mais qui étaient, de toute façon, qui avaient des fonctionnalités qui dépassaient les besoins réels de ces usagers. Et donc, on a décidé de construire un projet en travaillant principalement d'un point de vue de l'usager, donc sur ses besoins actuels, et puis aussi sur les besoins qu'il pourrait avoir demain, si on arrive à accompagner son changement de comportement à travers d'abord une prise de conscience de son rôle en tant qu'usager, de consommateur, en tant que personne qui se déplace sur un territoire, en tant que de professionnel. Et puis, donc accompagner ce changement pour pouvoir lui offrir aussi en parallèle des solutions, notamment de mobilité, de logement, et une accès à l'information qui permettront de prendre de bonnes décisions. Donc, on a, pour être un peu plus concrète maintenant, on a défini un programme d'action qui vise à amorcer cette transition et cet objectif de neutralité carbone à horizon 2040. On a travaillé, vous verrez, c'est pas exhaustif, et je pense qu'on en reparlera ensuite pendant la séance de questions-réponses. On a travaillé sur une partie des postes d'émissions de gaz à effet de serre, mais pas sur tout. Donc, on ne parle pas ici d'agriculture, d'alimentation, on ne parle pas ici de tourisme. Je vous expliquerai un peu plus en détail pourquoi après. Donc, on a réuni tous les salariés, les agents qui souhaitaient travailler sur le projet. On a fait des groupes de travail sur les postes d'émission pour pouvoir mettre à profit leurs expertises et voir comment concrètement on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre sur 5 thématiques. Il y a ensuite un groupe de travail qui s'est construit sur les postes de stockage et d'absorption de gaz à effet de serre. Et puis on a des axes transversaux qu'on a développés, dont je vous parlerai ensuite. Alors sur les postes d'émission, on va travailler principalement sur l'efficacité bâti et réseau. Donc travailler sur des bâtiments à usage d'habitation ou économique
pour qu'ils soient plus efficaces sur un plan énergétique, mais aussi pour avoir des rénovations dites bas carbone. C'est que très longtemps, on s'est focalisé sur l'efficacité énergétique des bâtiments sans prendre en compte l'impact carbone d'une rénovation. On a des méthodes en termes de construction neuve, des méthodologies, des labels qui ont été développés. Là, on est aux prémices des labels de ce type sur la rénovation, et pourtant c'est un enjeu essentiel, la prise en compte du retraitement des déchets qu'on va extraire d'un bâtiment qu'on rénove, la prise en compte de l'analyse du cycle de vie du bâtiment qu'on va rénover, la prise en compte de l'empreinte carbone des salariés qui vont se déplacer pour pouvoir rénover ce bâtiment. Bref, toutes ces questions-là ne sont pas encore tout à fait stabilisées, mais elles sont essentielles parce qu'on connaît et on sait l'importance de l'empreinte carbone de la rénovation. Donc l'enjeu, ça va être de travailler sur la massification de la rénovation de ces bâtiments avec le développement de méthodologies communes, beaucoup de formations et former toute la chaîne d'acteurs, tant les architectes, les urbanistes, les promoteurs, les artisans, les vendeurs de chez Leroy Merlin. Bref, l'idée, c'est vraiment d'essayer de toucher tout le monde pour pouvoir leur permettre de comprendre les enjeux et de leur permettre de comprendre comment ils peuvent faire différemment. On va travailler sur la mise en place d'une plateforme territoriale de la rénovation énergétique à l'usage pour les particuliers et pour simplifier. Et on l'a vu, je ne sais pas si vous avez suivi les débats de la Convention citoyenne pour le climat, mais il y a un vrai enjeu. Aujourd'hui, on a des dispositifs extrêmement divers sur la rénovation des particuliers. C'est absolument illisible. Demain, vous voulez rénover votre appartement, vous ne savez pas auprès de qui vous renseigner pour faire un diagnostic, vous ne savez pas auprès de qui vous renseigner pour pouvoir comparer des devis qu'on vous a soumis, et vous savez encore moins qui peut vous aider financièrement à faire cette rénovation. Donc il y a un enjeu qui est extrêmement important, et donc on construit avec plusieurs acteurs du territoire, privés et publics, justement une plateforme territoriale qui a vocation à simplifier l'acte de rénovation et à accompagner le particulier du début à la fin. J'insiste un peu sur le bâti, je ne vais pas aller rentrer dans autant de détails sur les autres sujets parce qu'on a un temps limité, mais je sais que beaucoup d'entre vous étudient ces thématiques, donc je me permets d'insister, on pourra y revenir dans les questions-réponses. On travaille par ailleurs donc en rose sur l'écologie industrielle. Là, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les entreprises du territoire pour pouvoir réaliser des diagnostics de flux. Donc, des flux, ça va être les déchets, l'énergie, l'eau, la mobilité et les différents services. Leur permettre de faire ces diagnostics-là et ensuite de pouvoir les mettre en relation sur un territoire. L'idée, c'est de se dire que le déchet de l'un peut devenir l'intrant de l'autre. La société A, qui a 50 palettes qui sortent de son usine, de son entreprise toutes les semaines, va souvent faire appel à une entreprise privée ou publique d'ailleurs, pour venir collecter ces palettes qui ne vont pas forcément être employées, alors que la société B, qui est à 500 mètres ou à 2 km d'elle, a besoin de ces palettes. L'idée, c'est de pouvoir les mettre en relation pour faire du réemploi. L'entreprise A, toujours, est en mesure de capter les eaux de pluie. En revanche, ça fait du tertiaire, elle n'a absolument pas d'intérêt à capter ces eaux pluviales. La société B, qui, elle, en a besoin, peut la récupérer. Il faut qu'on puisse estimer les capacités, les potentialités les quantités d'eau de pluie pour pouvoir les donner à la société B qui peut développer un projet. Les sociétés ABC peuvent produire sur leur toiture des panneaux de l'énergie d'origine photovoltaïque, mais elles n'ont pas besoin de l'utiliser au même moment. Et là encore, il y a des boucles d'autoconsommation collective qui peuvent se développer. Donc pour ça, il faut qu'on puisse les accompagner pour pouvoir, évaluer la capacité de production de ces toitures, de pouvoir évaluer les besoins énergétiques de chaque structure et voir comment, ensemble, elles peuvent développer une boucle énergétique. Donc, c'est l'esprit de ce groupe de travail. L'objectif, donc, c'est de faire ces diagnostics, de pouvoir les accompagner, donc développer une plateforme numérique qui va permettre cette mise en relation et pour pouvoir mettre aussi des professionnels en face qui les accompagneront à développer ces projets. Là encore, il y a un enjeu de lisibilité des dispositifs et de rendre les choses simples.
Je parlais de la société ABC. Dans la société ABC, vous pouvez avoir un grand Alstom et une petite TPE à côté qui n'a pas les mêmes moyens, qui n'a pas le temps nécessaire ou l'expertise pour pouvoir remplir ces diagnostics. Donc il faut qu'on puisse vraiment les accompagner et faciliter l'exercice, parce que sinon, ces entreprises n'iront pas. On travaille par ailleurs sur la mobilité. Alors, la mobilité douce et la mobilité dite as a service. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le MaaS. L'objectif, c'est vraiment de simplifier la mobilité pour tout le monde. Alors, le MaaS, c'est un concept assez large et une définition peu précise peut être donnée. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir simplifier l'offre, la visibilité de l'offre de service, de pouvoir permettre à un particulier, à un individuel avec son smartphone, de définir, comme vous l'avez sur le réseau TCL, définir les moyens de mobilité à sa disposition pour pouvoir se déplacer d'un point A à un point B. Sauf qu'on intègre dans l'offre dans cette appli l'offre privée de services, donc les Blablacar, les Uber. On intègre aussi les réseaux de transport de la région, du département voisin, alors pas de département en l'occurrence, le PCI voisine. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir agréger l'ensemble de ces moyens de mobilité sur un outil, une méta-plateforme, et pour pouvoir permettre à cet individu de se déplacer d'un point A à un point B en utilisant potentiellement trois moyens de transport différents, mais en payant qu'une seule fois avec son appli. Et donc c'est l'appli qui va redistribuer ensuite aux différentes structures le prix de ce transport. Là encore, on se place en usager. Il ne s'agit pas forcément d'augmenter l'offre de service, mais plutôt vraiment de simplifier l'accessibilité à cette offre de service. L'idée, par ailleurs, c'est de pouvoir, tout à l'heure je parlais d'accompagnement au changement, c'est de pouvoir permettre à l'usager de comprendre comment il peut se passer potentiellement de sa voiture individuelle, simplifier vraiment son transport, lui rappeler qu'il a accès, qu'il peut prendre sa trottinette ou sa voiture son vélo dans le train, enfin bref, lui donner de clarifier l'offre de service qu'il a à sa disposition. On a ensuite l'autoconsommation en énergie renouvelable en vert. Je l'ai déjà brièvement abordé, mais on met en place sur le parc bas carbone Atlantec la première boucle énergétique en autoconsommation collective à l'échelle d'un quartier. L'idée, c'est de pouvoir, à l'échelle d'un quartier de 27 hectares, et ce sera une première expérimentation qu'on va dupliquer, mettre en place une boucle, c'est-à-dire qu'on va produire de l'énergie d'origine photovoltaïque, donc sur des panneaux qui vont être installés soit sur toiture, soit sur une ferme solaire, permettre aux usagers de consommer cette électricité en temps réel. Et le surplus d'électricité, on va le stocker via le vecteur à hydrogène. Cet hydrogène permettra vraiment de pouvoir flexibiliser le réseau, mais surtout, on pourra utiliser cet hydrogène pour alimenter des moyens de mobilité et notamment permettre de répondre à des besoins logistiques urbaines extrêmement importants et donc pouvoir alimenter des triporteurs hydrogène, par exemple, pour la livraison du dernier kilomètre. Mais aussi répondre à des besoins, s'agissant du port, des besoins pour des poids lourds. Voilà. Donc ça, c'est une boucle qu'on va expérimenter et on va lancer l'année prochaine avec le premier démonstrateur qui sera mis en service en septembre. Et puis ensuite, on souhaitera le développer sur d'autres quartiers et d'autres villes de l'agglomération. On a, donc là, j'ai partagé de 4 postes d'émission. On travaille par ailleurs sur le carbone bleu que j'ai déjà évoqué. Donc l'idée, ça va être, avec le pilotage de l'Université de La Rochelle, mais de tous ces autres partenaires, de développer des outils permettant de faire un bilan carbone réel de ces zones humides, et ensuite de pouvoir travailler justement sur les outils d'aide à la décision à destination des gestionnaires de zones. Donc permettre aux grands ports maritimes, par exemple, de comprendre s'il y a un moment plus propice qu'un autre pour faire le curetage de son port. Permettre à la collectivité de comprendre, dans les travaux de restauration du marais de Tanon, quels sont les procédés qui seraient les plus résilients ou les plus efficaces pour accroître la captation de gaz à effet de serre. Mais c'est aussi accompagner des entreprises privées qui développent des procédés, et notamment par exemple des fermes de microalgues
qui vont installer sur des bâtiments et qui vont permettre, donc en ville, de capter, grâce à des microalgues, des gaz à effet de serre. Ces microalgues pourront, par ailleurs, être ensuite valorisées, puisque une fois qu'on n'aura plus besoin de ces microalgues, elles pourront être utilisées, par exemple, par une entreprise comme Léa Nature, qui est sur notre territoire, pour générer de la spiruline. Donc là encore, essayer de valoriser au mieux tous les procédés qu'on peut développer. Je parle ensuite de 3 axes transversaux. On a évidemment, on s'est tous aperçu qu'il y a la technologie, il y a l'usager et puis il y a la donnée. La donnée numérique qui est essentielle pour développer les projets les plus adaptés. Donc l'enjeu, on sait bien toutes les questions qui peuvent se poser sur les données personnelles, ça a été de s'interroger sur nos besoins en termes de données et comment capter ces données. Et donc il a été décidé de développer une plateforme territoriale de la donnée qui sera gérée par la communauté d'agglomération, qui jouera vraiment un rôle de tiers de confiance. Et cette donnée, elle va pouvoir permettre de capter des données, cette plateforme, pardon, va pouvoir permettre de capter des données des particuliers, des entreprises, des collectivités, des centres de recherche, pour pouvoir ensuite les anonymiser et les remettre à disposition. L'objectif, c'est de permettre justement, une fois encore, de développer des services plus adaptés. Comprendre, en termes de mobilité par exemple, quels sont les besoins réels des usagers. Ça permet d'adapter l'offre de services d'une part, mais ça permet aussi de développer au mieux nos actions en termes d'accompagnement au changement d'usage. Ça nous permettra en plus de pouvoir évaluer l'impact des actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre, donc de suivre l'évolution notamment en termes de gaz à effet de serre, en mettant en place des méthodes de calcul, des modèles de calcul assez importants. On a par ailleurs développé en axe transversal un agrégateur carbone territorial, genre de coopérative carbone, qui est là encore un procédé inédit en France, qui s'inscrit, qui a pu être développé puisqu'il y a un décret qui avait été publié en 2018 et qui permet désormais de vendre des crédits carbone sur un marché volontaire. Alors je vais faire très très court et on pourra y revenir si vous voulez ensuite. Jusqu'à présent, enfin avant 2018, il y a uniquement des professionnels, des entreprises dites obligées, qui pouvaient acheter des crédits carbone, et qui d'ailleurs devaient acheter des crédits carbone, pour pouvoir compenser les excès d'émissions de gaz à effet de serre de leur activité. Et donc elles achetaient ces crédits carbone sur un marché marché réglementé, et donc avec des crédits carbone qui étaient évalués avec des méthodes extrêmement lourdes. Et donc en fait, il n'y a que des grands projets qui pouvaient se prévaloir de valoriser ces crédits carbone pour les vendre à ces obligés. Depuis 2018, maintenant, on a un marché volontaire, c'est-à-dire qu'on a des particuliers, des entreprises qui ne sont pas obligés d'acheter les crédits carbone, mais des entreprises ou des particuliers qui souhaitent acheter les crédits carbone pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre, et elles pourront désormais les acheter à des porteurs de projets qui les projets soit permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, soit permettent d'augmenter la captation de gaz à effet de serre. Donc le décret, il a défini les règles du jeu, en fait, il a expliqué comment ça pouvait fonctionner, qui pouvait vendre quoi, et les méthodes pour développer justement les méthodes d'évaluation des gains carbone réalisés. Donc là, on est rentré du coup depuis 2018 sur un processus assez long, puisqu'il y a plein de méthodologies qui vont devoir être développées, des méthodologies complexes, puisque là on va sur l'agriculture et par exemple sur l'agriculture, les méthodologies existent ou sont en train d'être finalisées, mais sur par exemple la boucle énergétique en autoconsommation collective que j'évoquais tout à l'heure, évaluer le gain carbone réalisé par cette action qui touche tant au bâtiment, à l'énergie, à la production énergétique, à la mobilité, c'est extrêmement complexe. Donc l'État, accompagné notamment de l'ADEME, va développer des méthodes assez lourdes. L'intérêt, c'est que du coup, une TPE qui veut développer un procédé industriel qui permettra de réduire son empreinte carbone va pouvoir valoriser les gains carbone réalisés, les vendre et donc du coup de trouver une source de financement complémentaire pour ce nouveau procédé. Ça veut dire aussi que le particulier qui décide de lâcher sa voiture individuelle pour un vélo, par exemple, va pouvoir
vendre les crédits carbone associés à son changement de mobilité, et donc va pouvoir avoir une source de financement pour son vélo. C'est la même chose pour une collectivité, une école, enfin une commune qui veut rénover une école, qui va pouvoir trouver une source de financement complémentaire. Au-delà du financement, ça va aussi générer des liens entre ces différents partenaires, parce qu'en fait, l'acheteur de crédit carbone pourra choisir le projet sur lequel il va. Donc, il pourra décider d'aller aider l'école, ou monsieur X qui achète un vélo, ou qui change de chaudière, ou l'entreprise Y qui change son procédé. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est innovant, et qui répond aux enjeux d'aujourd'hui, puisqu'on le voit maintenant, il y a de plus en plus, notamment de particuliers qui souhaitent, travailler sur leur réduction de gaz à effet de serre, mais en plus, qui souhaitent compenser les réductions qu'ils ne sont pas en mesure de réduire. Donc on va, et puis pardon, le 8e axe, pour conclure, mais j'en ai déjà parlé, c'est l'accompagnement au changement. C'est la participation citoyenne, pour être même plus large. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur quelle méthode on peut mettre en place pour intégrer le citoyen dans la construction de nos actions, dans l'évaluation de nos actions. Ça, c'est le premier point, sachant qu'on est sur un projet avec 130 partenaires, des structures très différentes, publiques, privées. Voilà, on a des associations, encore une fois, des centres de recherche, des grands groupes. Donc, quelle est la place du citoyen dans la mise en œuvre de ces actions, dans leur évaluation, dans leur réorientation? Et puis, l'accompagnement au changement, comment on peut vraiment accompagner le citoyen dans sa manière de trier les déchets, de se déplacer, de se nourrir, de réhabiliter sa maison, etc. Donc on va développer, dans les 8 axes que je viens de vous donner, on va développer des actions pour pouvoir, en fonction de la cible, accompagner ce changement. J'ai plus beaucoup de temps. Je pense qu'on va peut-être passer directement aux questions-réponses, et je vous ferai passer, si vous le souhaitez, les slides qui permettent de manière plus concrète aussi de voir les actions qu'on va mettre en œuvre. Merci beaucoup pour votre présentation. Et donc, si vous avez des questions. Bonjour. J'aimerais savoir les critères que vous allez mettre en place pour avoir un suivi des mesures que vous faites, à savoir la répartition entre les différentes catégories. Uniquement sur les émissions de gaz à effet de serre? Ou sur tout? Un peu tout, mais particulièrement gaz à effet de serre, oui. Alors en fait, dans le cadre du projet, on a mis en place, c'est la norme ISO 37101, qui est une nouvelle norme, je ne sais pas si vous voulez l'étudier en cours, qui permet d'intégrer et développer notamment des indicateurs. Parce que donc cette norme s'applique aux grands projets publics-privés, grands partenariats publics-privés. Et donc, ça permet de mettre en place des indicateurs qui s'inscrivent aussi dans les objectifs de développement durable onusien. Donc, on a développé tous ces indicateurs-là. Donc, on a des indicateurs d'impact, de réalisation classiques, d'autres un petit peu moins classiques. Tout l'enjeu, ça va être de pouvoir agréger les données. Et c'est en ça que la plateforme territoriale de la donnée va être structurante. Donc, on a défini ces indicateurs qui sont, je crois qu'on a 80 indicateurs de projet. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement avoir des données les plus précises possibles. Quand on regarde le bilan carbone, aujourd'hui, on a fait un bilan carbone avec des données chiffrées qui viennent du territoire. On est à peu près certain des données qu'on a. Mais sur beaucoup d'autres hypothèses retenues, on prend les hypothèses nationales ou régionales au mieux. Et ça, c'est pas satisfaisant. C'est-à-dire qu'on n'a pas une image en 2019 qui est réelle. Donc, c'est tout, vraiment, vraiment tout l'enjeu. Et l'un des enjeux aussi, c'est justement d'évaluer l'impact des actions citoyennes sur ce bilan carbone. Là, aujourd'hui, on sèche. Donc, si vous avez des idées. Mais c'est une vraie question. C'est comment évaluer l'action citoyenne sur l'impact des actions citoyennes sur un bilan carbone. Je ne sais pas si j'ai répondu
Bonjour, merci pour votre intervention. J'avais une question sur comment ça a été accepté par les citoyens en fait de La Rochelle et de votre territoire. Est-ce que ça a vraiment été une démarche qui venait des citoyens de diminuer votre impact sur l'environnement et comment aussi reçoivent les entreprises toutes ces démarches politiques qui sont prises? Je ne sais pas si je suis claire dans ma question. Tout à fait. Alors, préciser en introduction, c'est vrai qu'on a un territoire c'est vraiment inscrit dans l'ADN du territoire. Donc, on a beaucoup d'associations qui sont déjà engagées dans ces démarches-là. On les appelle les pionniers du développement durable du territoire. Et donc, c'est vrai que ce projet n'est pas venu directement d'eux, mais clairement, ils s'inscrivent dans le projet. On a développé des forums participatifs et du coup, ils ont pu développer des actions ou nous soumettre des idées pour qu'on puisse les intégrer dans le dossier. Et par ailleurs, on a créé dans la gouvernance du projet un comité citoyen, donc avec des citoyens qui vont être tirés au sort et qui vont pouvoir évaluer nos projets, nos actions, faire des propositions de réorientation. Donc, on intègre le citoyen. Après, le projet est clairement accepté. Maintenant, ils ont besoin qu'on passe au concret. C'est-à-dire que les citoyens, ils ont besoin de comprendre. OK, c'est chouette, vous faites plein de communication, vous êtes lauréat. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Comment nous, on peut agir? Et avec qui vous allez faire tout ça, quoi. Donc là, on est dans cette phase-là, parce que pendant 2 ans, donc on a construit le projet, on a intégré des éléments qui venaient des citoyens, mais pendant 2 ans, on était 80 à travailler sur le projet. On a eu un planning de dépôt d'appel à projet en plus qui a été fluctuant, donc on a travaillé un peu en comité restreint. Et on a fait une communication hyper techno. Parce que notre objectif, c'était pas de communiquer auprès des Rochelais, parce que on aime communiquer quand les choses sont faites et qu'on a les idées, un plan d'action très concret, et pas faire que de la com. Là, on communiquait pour les experts qui allaient décider ou non de nous retenir. Donc la communication, c'était très, très, très techno. Et là, on est dans cette phase un peu de mise en récit, pour pouvoir justement leur expliquer comment ils peuvent être acteurs, comment ils peuvent agir, quelle est leur place. Merci. Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait, à côté de cette démarche zéro carbone, une démarche plus de sobriété, parce qu'on, par exemple, on veut émettre moins de carbone, mais est-ce qu'il y a toute une réflexion sur les ressources qu'on consomme, par exemple pour l'éolien qui émet moins de carbone mais qui consomme des ressources? Est-ce qu'il y a une réflexion sur le local? Enfin, toute une démarche de sobriété. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on n'avait pas abordé toutes les thématiques, et notamment l'agriculture, l'alimentation, qui ne font pas partie du plan d'action. Je n'ai pas précisé pourquoi. On l'avait fait parce que, on n'avait pas forcément d'experts. Enfin, on a des entreprises ou des assos qui travaillent sur le sujet aujourd'hui, mais on n'était pas à la pointe du sujet au moment de préparer le dossier de candidature. Et on se disait qu'on pouvait s'appuyer sur d'autres territoires pour pouvoir dupliquer par ailleurs des actions. Et 2, on avait un cahier des charges de l'appel à projet qui était très restrictif, et donc on ne pouvait plus intégrer de nouveaux volets. Ça, c'est juste pour expliquer pourquoi l'alimentation ne fait pas partie et l'agriculture ne font pas partie du plan d'action. Néanmoins, on va travailler dessus. C'est pas avec le plan d'action que je viens de vous présenter qu'on sera neutre en carbone en 2040. Donc là, on a fait un programme sur 8 ans qui est financé sur 8 ans. Il y a plein d'autres actions que je ne vous ai pas présentées, qui vont permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre ou d'augmenter notre captation de gaz à effet de serre sur le territoire. Un PLUI, et on vient de voter le PLUI en décembre à La Rochelle, va permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est aussi toutes les actions qui peuvent être mises en place en local pour le tri des déchets, les familles zéro déchet, des filles énergie positive, etc. Donc on voit qu'il y a des actions qui sont mises en place, souvent d'ailleurs par des associations, qui permettent de sensibiliser et d'accompagner des familles dans des nouveaux modes de consommation. C'est-à-dire qu'on va accompagner, on va travailler sur un plan alimentaire territorial, etc., pour pouvoir justement plus consommer en local. Néanmoins, il faut qu'on laisse le champ libre à toutes ces bonnes expérimentations ou à toutes ces initiatives qui vont permettre de
à chacun de comprendre comment ils peuvent consommer différemment. Et voilà. Après, on voit, il y a aussi des tendances nationales. Quand on voit l'impact de Yuka, par exemple sur l'agroalimentaire, on sait que ça va continuer et ça va s'amplifier. Donc là, notre objectif, avec notamment l'agrégateur, ça va être de pouvoir accompagner le développement d'initiatives de ce type qui vont inciter à plus de sobriété et qui vont inciter à plus de culture locale, de consommation locale. Mais là encore, je parlais d'accompagnement au changement et j'ai remis la slide dessus, ça va bien venir de chacun d'entre nous, citoyens. On peut pas décréter qu'on va être plus sobre et qu'on va consommer local. On ne pourra pas le faire. Après, on peut accompagner. Et c'est l'intérêt d'un projet de ce type, c'est que là, donc, on est 130 partenaires à avoir développé le projet. On s'est aperçu que si on veut vraiment aller loin, il faut qu'on travaille ensemble. Si on prend un programme d'alimentation territoriale, il faut qu'on puisse travailler, nous, collectivités, sur le foncier, avec le PF, par exemple, pour pouvoir accompagner l'achat et le rachat de terres agricoles. Il faut qu'on puisse accompagner avec nos différents partenaires, type la Chambre d'agriculture, accompagner des agriculteurs qui pourront développer une offre de services. Il faut qu'on puisse trouver et travailler sur ce projet aussi avec les associations qui vont inciter les citoyens à consommer local. Donc là encore, c'est une mise en synergie qui est indispensable. Je ne sais pas si j'ai répondu précisément. Non. Non, mais en partie, parce que du coup, c'est un peu basé sur les initiatives citoyennes. Mais par exemple, au niveau de l'industrie, on peut pas. J'ai du mal à croire qu'on va s'attendre à des initiatives de la part d'entreprises. Et puis même pour coordonner tout ça aussi. C'est justement, et c'est ça qui est intéressant dans la dynamique territoriale, et ça va faire aussi écho à la question qui était posée tout à l'heure sur comment les entreprises ont accueilli. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de répondre. On a une dynamique territoriale qui est vraiment étonnante, en fait. C'est que là, le zéro carbone à l'échelle du territoire, maintenant tout le monde l'a à la bouche. Donc on a des entreprises qui présentent leur vœu 2020 qui parlent de zéro carbone, alors qu'on ne les a jamais rencontrés. Donc on voit qu'il y a une dynamique collective qui s'est engagée. Et on voit que lorsqu'on a parlé du projet, on n'a donc pas développé de brique alimentation, agriculture, sauf qu'on a tous les grands acteurs de l'agroalimentaire du territoire qui sont venus nous voir en disant nous, on veut répondre. Donc on leur a expliqué, là pour le projet, c'est trop tard. En revanche, là, on a notamment la nature qui travaille avec nous, mais d'autres acteurs de l'agroalimentaire qui travaillent avec nous pour développer justement de nouveaux projets. Il y a beaucoup d'acteurs, et je parlais de Yuka à l'instant, l'agroalimentaire est en train d'évoluer, mais de manière considérable. Et Léa Nature, qui est plutôt exemplaire dans ses démarches à plusieurs égards, ils nous ont fait part des limites qu'ils pouvaient avoir, par exemple, sur leur emballage, etc. Donc, ils sont en train de travailler. Toutes ces entreprises de l'agroalimentaire sont en train de travailler sur les emballages, sont en train de travailler sur justement la production locale. Là aujourd'hui, ce sont des entreprises qui achètent des biens de consommation qui viennent des quatre coins de la planète. Et là, ils sont en train de voir comment ils peuvent acheter tous ces produits de base plutôt en France, donc changer aussi les recettes, etc. Donc il y a quand même une dynamique. Après, là encore, c'est la place du citoyen et c'est la place du consommateur c'est le rôle du consommateur qui est en cause. C'est-à-dire qu'on peut c'est nous qui pouvons agir, c'est nous qui aujourd'hui utilisons notre iPhone et qui achetons le dernier iPhone plutôt que d'essayer de le réparer. C'est nous qui nous déplaçons et qui prenons l'avion pour aller aux quatre coins du monde. Bref, voilà, je pense que c'est aussi collectif, quoi. Et l'offre répondra à la demande. Vous avez parlé de l'ouragan Xynthia, je crois, qui avait ravagé La Rochelle. Comment vous avez intégré au projet la possibilité, le risque d'une nouvelle catastrophe naturelle ? Alors là, on est... Alors si vous avez regardé les scénarios du GIEC de septembre, il y a 10 villes qui ont été visées, dont La Rochelle. Donc on est très heureux d'apprendre que en 2100, en fait, on
on va avoir une augmentation de 1,50 m. Donc en gros, La Rochelle disparaît carrément sous les eaux. Enfin, voilà. Donc c'est quand même... le scénario doit être pris avec précaution. Et les images qui ont été diffusées ne prennent pas en compte les papilles, par exemple, qu'on a mis en place. Néanmoins, ça interpelle. C'est-à-dire que là, La Rochelle devient un marais géant, en fait. L'agglomération, d'ailleurs, pas uniquement La Rochelle. Effectivement, en local, on a développé des plans de prévention. D'ailleurs, ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous. Dans votre formation, on a fait le premier test à échelle réelle d'une tempête type Xynthia sur le territoire, où on a fait, du coup, pendant 24 heures, ont été mobilisés tous les services de l'État, les collectivités, les services de sécurité, les pompiers, etc., préfecture, avec des cellules de crise. Et on a eu un scénario qui s'est décliné pendant 24 heures avec des conditions météorologiques qui évoluaient pour aboutir sur une montée, enfin sur une houle importante, avec des digues qui sautaient, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Si cette aventure, ça vous intéresse, c'est pas directement lié au projet, mais c'est intéressant de voir ça. Ça a permis du coup à chaque structure qui pourrait être engagée dans ce type d'événement d'évaluer les trous dans la raquette qu'il pourrait y avoir éventuellement en termes d'organisation. Et ça, c'est un des enjeux aussi, c'est de l'adaptation. Clairement, il faut qu'on puisse s'adapter à cette montée des eaux et il faut qu'on puisse s'adapter donc à ces événements climatiques. En fait, ce qui a été hyper interpellant, c'est que quand Xynthia s'est produit, il y a un chercheur de l'université 3 mois après qui a dit « bah oui, je l'avais modélisé ». Voilà, j'avais modélisé les conséquences d'une montée des eaux qui était complètement, d'une tempête qui était tout à fait prévisible et des conséquences qu'elle allait avoir sur le territoire. Sauf que la donnée n'était pas arrivée jusqu'à nous. Et donc là encore, c'est un enjeu et c'est l'intérêt d'un projet comme celui-ci. C'est pas le modèle qui est réplicable partout, c'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est que là, les ponts qui ont pu être développés, ces ponts, ils existaient déjà. Mais les ponts qui ont pu être développés entre les équipes de l'université, par exemple, et les équipes de la ville de La Rochelle ou de l'agglomération de La Rochelle, ils sont hyper importants. C'est que là, ils ont appris, pour certains, à parler entre eux. Moi, mon rôle, c'était un peu de voir de passer dans les différents groupes de travail, voir si ça allait, s'il y avait des difficultés à lever, etc. Je me suis aperçue au bout d'un moment que dans l'équipe Carbone Bleu, ils ne comprenaient pas. Alors qu'ils avaient envie de travailler ensemble. Ils n'avaient pas le même vocabulaire, ils n'avaient pas les mêmes méthodes de travail, ils n'avaient pas les mêmes objectifs. Voilà. C'est l'intérêt de ce type de projet, c'est qu'en travaillant ensemble, ils ont appris à se mettre à la place d'eux et ils ont développé une relation de confiance qui est essentielle. Et maintenant, sur d'autres projets qui ne sont pas directement liés à zéro carbone, ils travaillent ensemble, ils se partagent des modèles, etc. Donc, c'est un exemple. Mais j'ai un peu dérivé. Mais ça veut bien dire qu'on doit développer des mécanismes de prévention et il faut surtout qu'on puisse développer l'intégration par tous les aménageurs, en fait, de ces problématiques-là, leur permettre de comprendre facilement, parce qu'il y a un enjeu de compréhension, de comprendre facilement quels sont les risques et quelles sont les solutions. Permettre aux personnes qui travaillent sur un PLUI d'avoir ces données-là quand ils prennent la décision et quand ils préparent le PLUI. Permettre, une fois encore, à tous les gestionnaires de zone de comprendre quelle est... en tout cas de mettre dans la balance, en termes d'outils de gestion, d'outils d'aide à la décision, mettre dans la balance les risques d'érosion côtier. Oui, merci. Ouais, donc je voulais vous poser la question, dans quelle mesure vous pensez que de telles initiatives un tel projet est reconductible sur un autre territoire? Je pense notamment, vous avez pu faire ça grâce au grand plan d'investissement. Est-ce que c'est possible sans? Et aussi, est-ce que c'est possible uniquement parce que vous avez parlé de cet ADN qui permet de mener des projets comme ça? Mais donc si on envisage un projet comme ça dans le nord de la France, ce serait possible ou pas? Alors, en fait, dans les critères de l'appel à projet, il y avait cet enjeu de réplicabilité. Donc sans définir ce qu'est la réplicabilité. Mais donc, on a cherché justement à développer des projets des actions dans le projet
qui pourraient être réplicables sur d'autres territoires. Alors peut-être pas dans leur ensemble, hein. Tout le monde n'est pas, par exemple sur le carbone bleu, n'a pas de zone humide suffisante pour pouvoir capter ces gaz à effet de serre, mais réplicables en termes de méthodologie, mais aussi en termes de financement. L'idée, c'est qu'on a essayé de trouver un modèle économique, quand c'est possible de le faire, un modèle économique viable, parce qu'on sait que tous ces projets peuvent pas être soumis, on ne peut pas attendre de l'État ou des régions ou des collectivités. Bref, on ne peut pas que attendre des fonds publics. Donc, il faut qu'on trouve des solutions, des procédés qui ont un modèle économique qui est viable et donc, du coup, qui se diffusent beaucoup plus facilement. Ensuite, et c'est aussi pour ça qu'on a été retenu, on a développé un projet en zone littorale, ville de taille moyenne, zone littorale. On sait que en 2050, on aura 75% de la population mondiale qui vivra en façade océanique. Donc il y a un réel enjeu, c'est-à-dire que les contraintes que nous on peut avoir, même si elles sont un peu différentes en fonction de l'hémisphère dans lequel on se trouvera, les contraintes qu'on peut avoir, elles sont partagées par d'autres territoires en matière de mobilité, en matière justement d'érosion, de recul du trait de côte, etc. Donc en ça aussi, ça va être réplicable sur d'autres territoires. Néanmoins, là on a rencontré des députés de Rhône-Alpes. Qui nous disait nous telle action on peut voir ça peut être facilement déplicable sur d'autres territoires, donc ce modèle il parle et pas que aux territoires côtiers. Je vais prendre la dernière question parce qu'après je dois filer prendre le tram. Oui, merci pour votre intervention. Mais la question que je me pose, c'est en quoi... Enfin, j'ai compris que c'est un appel à projet, mais enfin, ça me fait penser beaucoup au PCAET, plan climat et énergie territoriaux, qui sont mis en œuvre aujourd'hui par les Comcom, les communautés d'agglo, etc. La démarche me paraît complètement cohérente. Alors, on est, contrairement à un PCAET ou à un SCOT ou un SRADET, là, on est dans la définition d'actions concrètes. On n'est pas que dans des objectifs. Non, mais un PCAET, on va se fixer des objectifs en production d'ENR, par exemple. Là, on ne sait pas qu'on se fixe l'objectif. On a développé des actions. Alors là, vous avez des actions dites en investissement, en subvention, et des actions en investissement, et donc avec la mise en place très concrète d'un méthaniseur, avec la mise en place de différentes boucles énergétiques sur le territoire. Donc là, on est vraiment dans le concret. Après, on a défini notre stratégie en se basant évidemment sur le PCAET qui va arriver, mais aussi le SCOT et le SRADET. Donc c'est vraiment une déclinaison concrète, et du coup on travaille aussi avec les services de la région. La région va nous accompagner dans le financement de ces actions. Donc on est en phase, mais c'est vrai que là on est vraiment dans le concret. Voilà, écoutez, je vais conclure cette présentation. Voilà, c'était juste... Alors, je voulais juste préciser pour conclure. Peut-être le message à retenir, c'est il y a les actions concrètes, et une fois encore, si vous voulez avoir des infos, vous pouvez aller sur le site de l'Agglo, je diffuserai les slides. Mais là, ce qui est intéressant, c'est vraiment dans la méthode. Et c'est justement comment collectivement on développe des projets pour qu'ils soient efficaces. Je vais juste prendre l'exemple du déplacement, de la mobilité, du vélo qui est maintenant sur toutes les bouches, surtout à Paris en ce moment. Mais sans faire... voilà. L'idée, c'est de se dire comment on peut, en travaillant avec les collectivités, avec les usagers, avec les professionnels du secteur, accompagner ces changements-là. Et qu'en fait, on va être efficace que si on permet à Madame Y, qui habituellement prend sa voiture pour aller au travail, qu'on lui permette, à travers différentes actions qu'on va mener, et entreprises, et collectivités, et associations, pour lui permettre de passer au vélo. Les différentes actions, ça va être de développer, par exemple, les pistes cyclables. Je me dépêche. Ça veut dire permettre de développer des pistes cyclables qui sont sécurisées. Ça va être l'entreprise qui va lui permettre, dans le cadre d'événements organisés pour ses salariés, d'essayer un jour un vélo électrique.
Ça va être des douches qui vont être mises à disposition des salariés pour pouvoir se doucher si besoin. Bref, et avoir des vélos qui sont sécurisés, avoir des vélos peut-être hydrogène, mais qui ne portent pas de risque quand on les utilise, etc. Donc l'idée, c'est de se dire que ces actions-là, et c'est juste un exemple, hein, mais c'est bien en travaillant collectivement qu'on va pouvoir déployer des actions qui permettront plus de sobriété et moins d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à tous d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine pour le TAM 72 sur le thème entre influence et stabilisation, une militaire de retour du Mali, donc qui parlera de le déploiement des forces françaises au Mali et notamment leur relation avec les populations locales dans la lutte contre le djihadisme.